Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans l'Amérique des années 1950. Une grand-mère au sourire tendre. Un tablier fleuri. Et pourtant, partout où elle passait, la mort suivait. Des maris, mystérieusement décédés. Des enfants et petits-enfants empoisonnés. Un rire insaisissable. Mais qui était vraiment Nanny Doss? Pendant des années, elle a empoisonné ce qu'elle était censée aimer. Jusqu'au jour où son rire a trahi son terrible secret. Et si, ce soir, vous plongiez dans l'esprit de la Giggling Granny? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Les plaines de l'Alabama s'étendent sous un soleil de plomb, brûlant la terre rouge où pousse une herbe sèche et dure. C'est ici, dans cette Amérique rurale du début du XXe siècle, que naît Nanny Hazel en 1905. Une enfant parmi tant d'autres, une fillette aux joues rondes et au regard pétillant, que l'on pourrait croire destinée à une existence simple, rythmée par les saisons et les traditions d'un monde sans histoire. Mais chaque sourire cache un secret, et chaque conte de fées peut tourner au cauchemar. Dès son plus jeune âge, Nanny grandit dans l'ombre d'un père autoritaire, un homme austère qui dirige son foyer d'une main de fer. Il est convaincu que le monde est un endroit cruel, et que la seule manière de préparer ses filles à la vie est de les endurcir. Il leur interdit la moindre liberté, les empêchant de se coiffer, de se faire belle, de rêver à l'amour. Les mariages d'amour? Une absurdité. Les hommes sont des dangers, dit-il, et les filles doivent rester à leur place, soumises et obéissantes. Mais Nanny, elle, veut croire à autre chose. Elle s'évade dans les pages des magazines romantiques que sa mère lit en cachette. Ces histoires de princes charmants, de rencontres enflammées sous la lueur d'un réverbère, de lettres parfumées et d'amours éternels. Elle les dévore, les serre contre son cœur comme des trésors interdits. Mais le destin a déjà commencé à tisser une autre histoire pour elle. À l'âge de 7 ans, un événement marque un tournant. Un banal trajet en train se transforme en accident. Le wagon dans lequel elle voyage heurte une structure, et Nanny est projetée en avant, sa tête frappant violemment une barre métallique. Pendant des jours, elle souffre de maux de tête atroces. Quelque chose a changé en elle. Une brèche s'est ouverte, invisible, imperceptible, mais peut-être que c'est ici que les premiers germes du poison ont pris racine. À mesure qu'elle grandit, son rire devient plus étrange. Une sorte de gloussement enfantin, presque incontrôlable, qui surgit dans les moments les plus incongrus. Un rire qui n'a rien d'innocent. Car si les contes de fées promettent des histoires d'amour, la réalité va bientôt lui montrer un tout autre visage. Et dans l'ombre de son sourire, le mal commence à germer. Le vent chaud de l'Alabama fait bruisser les pages d'un magazine posé sur les genoux de Nanny. Ses doigts parcourent les colonnes des Lonely Hearts, ces petites annonces de célibataires en quête d'amour. Elle les lit avec une fascination presque enfantine, imaginant des hommes galants, des serments d'éternité, des baisers volés sous la lumière dorée du crépuscule. Elle rêve d'un amour parfait, d'un mari attentionné, d'un foyer paisible où elle pourra enfin être heureuse. Mais la réalité est bien différente des histoires qu'elle lit. À 16 ans, elle tombe sous le charme de Charlie Bragg, un homme simple et discret qui travaille dans une usine locale. Il est poli, un peu timide, et surtout, il semble être une échappatoire. Un moyen de fuir l'emprise de son père tyrannique, de quitter cette maison où elle n'a jamais été libre. Le mariage est rapide. Trop rapide. À peine quelques mois après leur rencontre, Nanny devient Madame Bragg. Mais le conte de fées tourne vite au cauchemar. Charlie n'a rien d'un prince charmant. Il est jaloux, distant, souvent absent. Ils vivent sous le même toit que sa mère, une femme acariâtre qui s'immisce dans chaque recoin de leur mariage. Nanny étouffe. Sa belle-mère la critique sans cesse, l'accuse de paresse, surveille ses moindres faits et gestes. Les disputes éclatent. Les rêves de romance s'effondrent. Charlie boit trop. Il rentre tard, prétextant le travail. Nanny, elle, se réfugie dans les livres, dans ses fantasmes de bonheur. Elle tente d'être une épouse modèle, mais chaque jour passé auprès de Charlie et de sa mère lui rappelle une terrible vérité. L'amour qu'elle espérait n'existe pas. Et alors que son cœur se brise, son esprit commence à mijoter autre chose. Un désir de revanche. Un matin,
Alors qu'elle prépare le café de sa belle-mère, ses yeux se posent sur un petit flacon d'arsenic. Elle n'y touche pas. Pas encore. Mais dans un coin de son esprit, une idée germe. Et si? Elle chasse cette pensée. Pour l'instant. Mais les contes de fées ont une fin, et celui de Nanny va bientôt prendre une tournure bien plus sombre que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les années 1920 s'étirent dans la moiteur étouffante de l'Alabama. Dans la petite maison des Bragg, l'air est lourd, les disputes fréquentes. Mais quelque chose de plus sombre plane, invisible aux yeux des voisins qui jettent parfois des regards inquiets vers les fenêtres closes. Puis, un drame frappe. Un matin comme un autre, le cri d'une mère résonne dans la maison. Nanny tient dans ses bras son enfant sans vie, son visage baigné de larmes. On parle de malchance, d'un virus soudain qui aurait emporté la petite âme. Les médecins, après un rapide examen, concluent à une infection intestinale. Les enfants meurent parfois, c'est une terrible fatalité de l'époque. Mais alors que le deuil n'a pas encore fini de s'étendre sur le foyer, une seconde tragédie frappe. Un autre enfant succombe. Les pleurs reprennent, la douleur semble insurmontable. Nanny pleure, gémit, se roule sur le sol, inconsolable. Les voisins, émus, viennent lui apporter leur soutien. Mais quelque chose les trouble. Son chagrin paraît étrange. Puis il y a ce rire. Un petit gloussement, étouffé, qui surgit parfois au milieu de ses larmes. Un son fugace, malaisant, que certains mettent sur le compte du choc nerveux. Mais d'autres chuchotent. Quelque chose cloche. Deux enfants morts, si proches l'un de l'autre. Certains murmurent des prières en passant devant la maison. D'autres baissent la voix lorsqu'ils évoquent le malheur qui s'y attarde. Mais les années 1920 ne sont pas une époque où l'on remet en cause les pleurs d'une mère endeuillée. Alors, on laisse passer. Les médecins inscrivent les décès dans leur registre. Les cercueils sont cloués. On enterre les petits corps sous le poids du silence. Et dans l'ombre de ce foyer endeuillé, Nanny continue de sourire. Un sourire doux, maternel. Un sourire qui cache un secret bien plus insidieux que le poison qu'elle apprend à manipuler. Les jours passent, mais Nanny ne pleure plus. Les deuils successifs ont laissé des traces invisibles, mais au lieu d'éteindre son esprit, ils l'ont affûté. Son rire, d'abord fragile et hésitant, devient une habitude, un tic nerveux qui accompagne ses gestes du quotidien. Un rire qu'on commence à chuchoter dans le voisinage. On la voit souvent plongée dans ses romans à l'eau de rose, les yeux brillants d'illusions sucrées. Les histoires d'amour, de chevalier sauveteur, de mari parfait. Tout ce que la vie lui refuse. Mais entre deux pages, elle s'instruit sur autre chose. L'arsenic. Comment le dissoudre? Comment le rendre indétectable? Comment il imite les symptômes d'une maladie soudaine? Un poison discret, propre, que la médecine diagnostique comme un simple malheur du destin. Pendant ce temps, Charlie Bragg, son premier mari, boit de plus en plus. Les disputes s'enveniment. Il rentre tard, sans l'alcool et le regret. Nanny ne dit rien. Elle se contente de lui servir son dîner, toujours avec ce sourire doux, presque effacé. Puis, un matin, Charlie se tord de douleur. Son estomac le brûle, sa gorge se serre. Il transpire à grosses gouttes, vacille, gémit. Il suffoque. Nanny, affolée, appelle les voisins. Elle parle vite, hurle que son mari est malade, qu'il a peut-être mangé quelque chose de mauvais. Quand le médecin arrive, il secoue la tête. Intoxication alimentaire. Un cas malheureux, mais pas exceptionnel. Les conditions de vie dans l'Alabama rural ne sont pas des plus saines. La viande mal conservée, l'eau parfois trouble. On ne cherche pas plus loin. Charlie meurt dans d'atroces souffrances, mais Nanny ne pleure pas longtemps. Elle raconte son malheur à qui veut l'entendre, et ses voisins la plaignent. Pauvre femme, veuve si jeune, si douce, si aimante. Mais certains n'oublient pas ce petit rire, ce gloussement nerveux qu'elle laisse parfois échapper. Un rire qui, bientôt, fera frissonner bien d'autres hommes. Nanny Doss avait l'amour insatiable. À chaque nouvel époux, l'histoire semblait recommencer à zéro. Elle souriait, riait, faisait des promesses d'éternité. Mais quelque part, au fond d'elle, elle savait que ces contes de fées finiraient toujours dans la tombe.
Après la mort de Charlie Bragg, elle ne reste pas veuve bien longtemps. Elle replonge dans les colonnes des Lonely Hearts, ces annonces de célibataires qui rêvent d'une compagne aimante. Elle envoie des lettres parfumées, des mots doux, des promesses de bonheur. Et, comme toujours, quelqu'un mord à l'hameçon. Le second mari arrive. Puis le troisième. Puis le quatrième. À chaque fois, la même rengaine. Les débuts sont chaleureux, passionnés même. On la décrit comme une épouse parfaite, tendre, attentionnée, toujours prête à préparer les plats préférés de son mari. Mais au fil des semaines, quelque chose change. Les tensions apparaissent, les désillusions aussi. Et puis, comme un mauvais présage, les maladies surviennent. L'un tombe malade après un repas trop copieux. L'autre se réveille en sueur, les tripes nouées par une douleur invisible. Un troisième s'effondre brutalement dans le salon, sans un cri. Les voisins commencent à murmurer. Nanny Doss a enterré plusieurs maris. Est-ce seulement la malchance? Mais qui pourrait imaginer une grand-mère souriante, une femme au rire cristallin, comme une veuve noire en série? Les médecins concluent toujours à des attaques, des problèmes gastriques, des infections mystérieuses. Les autopsies? On n'y pense même pas. Et pendant que les cercueils s'entassent, Nanny, elle, continue de sourire. Elle continue d'écrire des lettres d'amour. Elle continue de chercher son prochain mari. Et surtout, elle continue d'aimer. À sa manière. Les tragédies ne frappent pas qu'à l'extérieur. Elles s'infiltrent dans le cœur même du foyer, là où l'amour est censé protéger, là où la mort ne devrait être qu'un murmure lointain. Mais dans la maison de Nanny Doss, l'ombre de la mort est un hôte familier. Au fil des années, les disparitions ne se limitent plus au mari. Les drames s'enchaînent à l'intérieur même de sa propre lignée. Un de ses enfants meurt subitement dans des circonstances étranges. Un malaise nocturne, une agonie silencieuse. Les médecins parlent d'une infection soudaine. Puis, un autre. Un petit-fils en bas âge, un bébé fragile que l'on retrouve sans vie dans son berceau. Les médecins hochent la tête, parlent de malchance. De tragédie familiale. Nanny pleure, ses épaules secouées par des sanglots, mais son rire reste toujours au bord de ses lèvres. Un rire qui met mal à l'aise. Elle parle de malédiction, de destin cruel, elle dit que la mort semble la suivre partout. Mais dans l'ombre, ses mains, elles, continuent d'agir. Une pincée d'arsenic ici. Quelques gouttes d'un remède spécial dans un biberon. Une tasse de thé sucré, au goût imperceptiblement mortel. Mais qui pourrait soupçonner une grand-mère si attentionnée? Personne n'imagine qu'entre les rides de son visage se cache une femme qui décide elle-même du sort de ceux qui l'entourent. Pourtant, certains commencent à se poser des questions. Les coïncidences deviennent trop nombreuses. Pourquoi autant de morts autour d'elle? Pourquoi cette famille semble-t-elle maudite? Pourquoi ce rire, ce petit gloussement nerveux qui flotte toujours autour des cercueils? Mais la vérité reste enfouie. Trop monstrueuse pour être imaginée. Trop absurde pour être crue. Alors on continue d'enterrer les siens. Et Nanny, elle, continue de sourire. Les tragédies se succèdent, mais personne ne se méfie de Nanny Doss. Comment pourrait-on seulement l'imaginer? Elle est cette femme joviale, cette veuve courageuse qui a tant souffert, cette grand-mère souriante qui rit un peu trop, mais qui ne ferait pas de mal à une mouche. Une âme simple, murmurent les voisins. Une femme malchanceuse, marquée par le destin. Ils la voient dans son jardin, taillant ses rosiers avec délicatesse. Ils l'aperçoivent dans les allées du marché, choisissant des pommes bien mûres pour ses tartes. Et toujours, ils la croisent avec un sourire étincelant, un petit rire qui semble masquer une tristesse insondable. Mais dans l'ombre de sa cuisine, un autre parfum flotte. Un parfum de soufre. Les pots de confiture qu'elle offre parfois aux voisins, ont-ils une saveur plus amère qu'ils ne devraient? Les tisanes qu'elle prépare avec soin, ne cachent-elles pas un ingrédient indétectable? Les dîners qu'elle sert à ses proches, ne sont-ils pas le dernier repas de ceux qui s'attablent à sa table? Mais personne ne s'inquiète. Qui pourrait se méfier d'une grand-mère qui rit tout le temps? Nanny continue de jouer son rôle à la perfection. Elle feint la douleur, essuie ses larmes inexistantes lors des enterrements. Elle s'assoit sur le porche, lisant encore et encore ses romans à l'eau de rose, rêvant d'un amour parfait. Mais dans sa cuisine,
entre une tarte au potiron et une confiture sucrée, elle continue de mélanger le poison à la vie domestique. Et dans l'insouciance du monde autour d'elle, la Giggling Granny nourrit un mal invisible. Un mal qui ne fait que grandir. Le vent souffle sur la petite ville, emportant avec lui les murmures de ceux qui commencent à voir clair. Un quatrième, puis un cinquième mari s'éteint dans des circonstances troublantes. Cette fois, la chance semble tourner pour Nanny Doss, la veuve éternelle, la femme qui survit à tous ses époux comme un mauvais présage. Les médecins inscrivent encore une fois cause naturelle sur les certificats de décès. Une crise cardiaque soudaine, un empoisonnement alimentaire, un malaise inexplicable. Des drames isolés, du moins en apparence. Mais un détail change tout. Son dernier mari laisse derrière lui un testament, généreusement modifié en faveur de Nanny. Et cette fois, les autorités commencent à s'intéresser de plus près à cette femme qui a enterré plus d'hommes qu'une guerre. Les inspecteurs fouillent, recoupent, questionnent. Ils découvrent des incohérences dans les certificats de décès, des symptômes récurrents étrangement similaires, douleurs abdominales violentes, nausées, convulsions. Puis, dans un coin de son armoire, il tombe sur un petit détail troublant. Une ordonnance pour un pesticide hautement toxique. Un produit courant, utilisé pour tuer les parasites dans les cultures, mais aussi l'un des poisons les plus redoutables lorsqu'il est ingéré en petite quantité sur plusieurs jours. Et soudain, l'image de la grand-mère rieuse, douce et bienveillante commence à vaciller. Les enquêteurs se demandent combien d'hommes ont vraiment succombé au hasard, et combien ont partagé le dernier repas d'une femme aux mains invisibles. La Giggling Granny commence à perdre le contrôle. Les regards autour d'elle changent. Les voisins, qui la plaignaient hier encore, n'osent plus goûter aux tartes qu'elle offre avec ce même sourire trop parfait. Les enquêteurs, eux, sont désormais certains d'une chose, cette femme n'est pas qu'une veuve éplorée. Elle est une faucheuse en robe à fleurs. Et le temps de l'impunité touche à sa fin. Le vent a tourné. Le jeu de Nanny Doss touche à sa fin. Depuis des décennies, elle avait glissé entre les mailles du filet, dissimulant ses crimes sous des couches de rire et de sourire maternel. Une veuve sans histoire, une femme bienveillante, une grand-mère qui offrait des tartes sucrées et racontait des histoires d'amour. Mais cette fois, l'histoire ne se termine pas comme elle l'avait imaginé. La dernière victime, son ultime mari, Samuel Doss, s'éteint après une courte agonie. Mais cette fois, les médecins ne se contentent pas d'une explication rapide. Ils ordonnent une autopsie. Et ce qu'ils découvrent est glaçant. Un taux anormal d'arsenic dans le sang. Pas un simple accident, pas une mauvaise digestion. Un empoisonnement progressif, méthodique. La police est immédiatement alertée. Les enquêteurs reprennent chaque décès passé sous silence, chaque héritage, chaque mariage précipité suivi d'un enterrement. Ils commencent à reconstruire le puzzle sanglant de la Giggling Granny. Et enfin, ils l'arrêtent. Nanny Doss, vous êtes en état d'arrestation. Mais lorsqu'on lui passe les menottes, elle ne pleure pas. Elle rit. Un petit gloussement, un rire cristallin, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Dans la salle d'interrogatoire, elle joue avec les enquêteurs. Elle plaisante, fait des remarques légères, comme si on discutait de la pluie et du beau temps. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Demande-t-elle avec un sourire. Et puis, dans l'ombre des lampes froides du poste de police, elle parle. Elle avoue. D'abord un mari, puis un deuxième. Puis ses enfants. Puis ses petits-enfants. Et avec chaque aveu, elle rit. Un rire nerveux, incompréhensible, qui fait frissonner jusqu'aux policiers les plus aguerris. Comment une femme peut-elle tuer autant, et en rire encore ? Elle est enfin démasquée. Mais ce qu'elle dira ensuite, personne ne l'oubliera. Dans la salle d'interrogatoire, le silence est pesant. Les enquêteurs s'attendaient à des dénégations, à des larmes, à une grand-mère effondrée sous le poids des accusations. Mais Nanny Doss n'est pas une criminelle ordinaire. Elle est assise là, les mains posées sur ses genoux, le dos bien droit, un sourire presque enfantin aux lèvres. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond avec une désinvolture qui glace le sang. Oh, celui-là ? Il était radin. Elle éclate de rire. Un rire cristallin, léger, presque joyeux. Et l'autre ? Insiste l'un des enquêteurs. Elle hausse les épaules.
Il arrêtait pas de boire. J'aimais pas ça. Le crayon du policier s'arrête net sur son carnet. Aucun regret. Aucune peur. Juste des aveux égrenés avec la légèreté d'une discussion sur le marché du dimanche. Elle parle de l'arsenic comme d'une épice de cuisine. De la dose nécessaire pour que l'agonie soit rapide, au contraire, insidieuse. Elle explique comment elle l'intégrait discrètement dans un café, une tisane, un plat en sauce. J'avais mes petites recettes, vous savez, confie-t-elle avec une douceur maternelle. Les enquêteurs échangent des regards incrédules. Certains criminels tuent par rage, par vengeance, par folie. Mais Nanny Doss, elle tuait parce que c'était plus simple. Parce qu'un homme ne lui plaisait plus. Parce qu'elle aimait l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire d'amour. Parce qu'elle ne supportait pas l'ennui. Et à chaque aveu, à chaque détail morbide, elle rit. Ce gloussement nerveux, ce tic macabre qui lui vaut son surnom de Giggling Granny. Un rire qui fait frémir même les plus endurcis. Le stylo d'un policier tremble légèrement sur le papier. Une question lui brûle les lèvres. Et vos propres enfants? Un bref silence. Puis Nanny secoue la tête avec amusement. Ah, eux? Elle soupire. Ils n'auraient pas dû se mettre en travers de mon chemin. Et elle rit à nouveau. Une grand-mère souriante, une tueuse sans remords. Le mal le plus terrifiant est parfois caché derrière les visages les plus ordinaires. Dans la salle d'audience, l'Amérique découvre Nanny Doss. Le tribunal est bondé. Des journalistes griffonnent frénétiquement sur leurs carnets, des flashs crépitent, capturant l'image de cette vieille femme aux joues pleines, aux cheveux soigneusement coiffés, vêtue d'une robe à fleurs. Elle ressemble à une grand-mère ordinaire, celle qui préparait des tartes aux pommes et raconterait des histoires aux enfants. Mais les faits sont là. Face aux jurés, on déroule le macabre bilan. Plusieurs maris retrouvés morts dans leur lit. Des enfants et petits-enfants partis trop jeunes. Une famille entière dissoute dans le poison. Et au milieu de tout cela, Nanny Doss sourit. Elle écoute les accusations avec un air paisible, presque amusé. Les témoins se succèdent à la barre. Un ancien voisin raconte comment elle riait aux enterrements. Un médecin témoigne de l'arsenic retrouvé dans le sang des victimes. Un policier décrit les aveux qu'elle a livrés en souriant, détaillant avec minutie ses recettes de la mort. La salle oscille entre fascination et effroi. Comment une femme peut-elle tuer autant et en parler avec une telle désinvolture? Un moment suspend l'audience. Le procureur se lève, fixe Nanny dans les yeux. Madame Doss, ressentez-vous du regret pour vos actes? Un silence. Puis, doucement, elle se met à rire. Un rire léger, un gloussement presque enfantin. Pourquoi je regretterais? Répond-elle finalement. Il me fatiguait. Un frisson parcourt la salle. Les jurés échangent des regards inquiets. Elle ne cherche même pas à se défendre. Elle assume tout, comme si ces meurtres étaient des disputes de couple insignifiantes. Le verdict tombe rapidement. Nanny Doss est déclarée coupable. Mais le juge épargne la peine capitale. Après tout, elle est vieille, paraît fragile, presque inoffensive. Elle finira ses jours derrière les barreaux. Et alors qu'on la mène hors du tribunal, elle se tourne une dernière fois vers la salle, et rit encore. Un rire qui entra longtemps ceux qui l'ont entendu. Car la Giggling Granny n'était pas seulement une tueuse. Elle était l'incarnation d'un mal qui ne ressemblait à aucun autre. Derrière les murs épais de la prison, Nanny Doss ne change pas. Elle rit toujours. Elle plaisante avec les gardiennes. Elle bavarde avec les autres détenus comme si elle était dans un salon de thé. Elle est devenue une légende vivante, un mystère ambulant dans cette prison où meurtrières et voleuses l'observent avec un mélange de crainte et de fascination. Qui pourrait croire que cette vieille dame rondelette, avec son sourire éclatant et ses manières de grand-mère bienveillante, a envoyé tant de proches dans la tombe? Mais Nanny, elle, ne se pose pas ce genre de questions. Elle continue d'écrire des lettres à des amis imaginaires, de feuilleter des magazines romantiques, rêvant encore d'histoires d'amour parfaites. Elle ne cherche pas la rédemption. Elle ne regrette rien. Un jour, son corps s'effondre. Une crise cardiaque. Cette fois, aucun poison. Seulement le poids des ans, le destin qui vient récupérer celle qui a toujours cru pouvoir le tromper. Elle meurt comme elle a vécu, sans frémir, sans supplier, sans remords.
Mais son histoire, elle, ne meurt pas. Les journaux s'emparent de son nom, les chroniqueurs du crime en font un cas d'école. Comment une grand-mère riante, passionnée de romans d'amour, a-t-elle pu empoisonner une génération entière de maris et d'enfants sans éveiller les soupçons? Pour l'argent? Peut-être. Par vengeance? Sans doute. Par plaisir? L'idée fait frémir. Mais aucune explication ne suffit à dissiper le malaise. Car la Giggling Granny a laissé un avertissement bien plus sinistre que ses crimes. Elle a rappelé au monde que le mal ne porte pas toujours un masque terrifiant. Parfois, il se cache derrière un tablier fleuri, des lunettes rondes, et un rire chaleureux. Et c'est peut-être cela, le pire.